Alors bon, c'est le voyage de la Saja 2022 que l'on a fait en Espagne, c'est-à-dire dans la province de l'Aragon, dans une vallée qu'on appelle la vallée de Leccho, dans la région de Jaca. Bon, comme tous les... Alors, nous sommes à Siresa, et comme tous les villages espagnols, hein, c'est toujours très condensé, et avec toujours de très grosses églises. Donc, voici l'hôtel où nous avons logé pendant une semaine. Un hôtel, bon, on a bien mangé, on avait des chambres correctes, hein, bon, c'est un bon hôtel. Bon, à part une semaine de Covid dedans, je ne sais pas si c'est à l'hôtel qu'on l'a attrapé ou si c'est les gens dans le voyage qui se l'ont tous refilé, je ne chercherai pas de responsable. C'est pas plus mal. Et sur la fameuse église, on avait quand même ces bons mufliers qui se promenaient, hein, qui poussaient là. Malgré la sécheresse, comme quoi les mufliers, hein, ça aime bien la sécheresse, donc vous voyez les mufliers que l'on trouvait sur l'église. Alors la première journée, nous sommes allés dans le haut de la vallée de Leccho. La vallée de Leccho où on était déjà dans un étage où on avait une végétation méditerranéenne, donc on monte un petit peu plus haut pour commencer à retrouver, bon, comme nous sommes dans les Pyrénées, ce qu'on appelle des estives, hein, et où on aurait dû trouver quand même une végétation assez fleurie. Malheureusement, cette année, nous avons une année sèche et nous sommes quand même déçus par rapport à la concentration des plantes fleuries. On a trouvé des plantes fleuries, mais on n'a pas eu la concentration qu'on aurait pu espérer. Donc là, vous avez deux participants en pleine action, Paulette et André. Alors, on a quand même vu quelques plantes. Bon, là, c'est une plante commune hein, pour tout le monde. Hein. C'est Ajuga reptans. Bon, c'est une plante commune. Ça reste une jolie petite plante. Hein. On peut avoir des petits cultivars qui sont pas mal là-dessus. Hein. Encore une autre plante commune, puisqu'on n'avait pas énormément de plantes, on a quand même fait des... On a voulu prendre quelques petites photos. Donc, Clinopodium vulgare, bon, bah, c'est une plante que j'ai photographiée là-bas, mais à Fontaine-en-Sologne, j'en ai dans mon jardin qui pousse tout seul, hein, faut pas l'oublier. Mais quelquefois, on est habitué à cultiver ces plantes alpines et quelquefois on ne se baisse pas suffisamment pour regarder ce que l'on a dans le jardin. Hein. Donc ça vaut quand même le coup de se baisser. Cruciata glabra. Alors là, on commence à avoir des plantes, beaucoup plus des plantes de milieu, des plantes de relief. Alors Cruciata, autrefois, était appelé Gallium. Hein. Et puis alors, ça, ce ne sont pas des spaghettis. Hein. Spaghettis à la tomate, non. Ce sont de la cuscute, plante parasite. C'est une plante qui a besoin, les graines qui ont besoin d'être consommées par les ovins ou par d'autres ruminants, et pour pouvoir germer. Donc, c'est des plantes qui sont considérées, oui, parasites. Par exemple, on parlait de graines tout à l'heure, la législation dit qu'on doit avoir 0 graines de cuscute dans les graines que l'on achète. Une autre plante qui n'est pas forcément méditerranéenne, mais qui est Cynoglossum officinale, de la famille des Boraginaceae, qui peut faire jusqu'à 60-80 cm de hauteur. Et là, bon, on vient dans ma petite spécialité. Alors, espèce controversée, hein, parce que les dactylorhiza des Pyrénées sont très peu connus. Et le peu de personnes qui ont regardé ne sont pas toujours des personnes très renseignées sur les dactylorhiza. Certains vont les appeler fuchsi, d'autres vont les appeler maculata.
Ça ressemble à une grosse maculata, très haute, c'est Dactylorhiza caramulensis. Dactylorhiza caramulensis qui manque un tout petit peu moins d'humidité que maculata, mais qui est très proche. Cette plante a été décrite dans le Portugal à Caramulo, d'où son nom. Là, nous étions en zone où nous avions des fuchsies, nous avons des Dactylorhiza alpestris également, et nous retrouvons donc l'hybride entre les deux, fuchsie, le Dactylorhiza fuchsie par Dactylorhiza alpestris. Alors, je ne sais pas si elle a été décrite, mais quand vous trouvez une plante hybride, eh bien, vous mettez le nom du genre, derrière un X, ça veut dire hybride, et entre parenthèses, les parents par ordre alphabétique. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Hein, si vous aviez... Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans parce qu'on a pas beaucoup de temps. L'orchis grenouille. Appelée grenouille chez nous parce qu'elle est verte normalement en montagne et particulièrement là, elles sont vraiment très rouges. Hein, et maintenant mise dans les... C'est autrefois s'appelait Céloglosson viridé, maintenant on la met sur Dactylorhiza viridis. Hein, je l'ai mis en variété rubra, c'est pour pouvoir mieux la reconnaître, c'est pour encore la distinguer des espèces à fleurs vertes qui sont beaucoup plus courantes. Hein. Une petite plante que tout le monde connaît, hein, qu'on peut trouver un petit peu partout, c'est Hieracium pilosella, qui est maintenant devenu sous le nom de genre Pilosella. Hein. Donc Hieracium pilosella, la particularité de cette plante, c'est que quand elle s'installe, eh bien, elle empêche les autres plantes de se développer autour d'elle. Donc elle se retrouve souvent sur des grands ronds, avec des grands ronds tout fleuris. Bon, mettre ça dans sa rocaille, je veux bien, mais bon, un petit peu partout. Jascium montana. Les jasciums sont très courantes dans les Pyrénées. C'est des espèces très, très, très courantes dans les Pyrénées. C'est quand... oui. Alors, vous voyez, quand on trouvait des plantes, c'était des petites plantes comme ça, une ou deux fleurs par-ci. Donc vous voyez, c'était vraiment très, 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 très dispersé. Alors là, on a une plante qui est du sud de l'Espagne, qui est l'Orchis langeii. Orchis langeii ressemble beaucoup à Mascula, n'a pas de taches sur les feuilles, a un labelle beaucoup plus encellé que Mascula, quoique là, il peut être encore plus encellé que ça, hein. Et oui, pas de taches sur les feuilles, et plus tardif au niveau floraison. Quelquefois, on dit trouver des formes intermédiaires. Forme intermédiaire, ça veut tout dire, ça veut rien dire, hein, dans la mesure où forme intermédiaire, ça peut être tout simplement d'anciens hybrides qui petit à petit se reviennent sur le type et peuvent ressembler à la plante initiale. Pédiculaires. Alors les pédiculaires, moi j'adore ça. J'adore les pédiculaires, je les aime, je ne sais pas pourquoi. Ici, nous avons le Pedicularis sylvatica. Pedicularis sylvatica, c'est la pédiculaire, bon, les bois comme on dit, mais on ne la trouve pas forcément dans les bois, on la trouve aussi en milieu ouvert. C'est une pédiculaire qui est à col, qui se reconnaît bien avec son bec qui est tronqué, la fleur qui est dressée en l'air, et plante à col, donc on la reconnaît très facilement. Cette plante n'est pas forcément montagnarde. On peut aussi la trouver en plaine, puisqu'on la trouve en Sologne. Puisque le du Sologno, je peux vous dire qu'on la trouve en Sologne par chez nous. Elle est rare chez nous, beaucoup plus rare qu'en montagne. Dans les milieux humides, comme la plupart de ce pédiculaire. Les rosiers, alors j'ai mis rubiginosa, je ne suis jamais sûr sur les rosiers parce que c'est pas facile à déterminer. Bon, en plus, la particularité des rosiers, les roses sont des grandes amoureuses et elles s'hybrident entre elles, facilement. Donc c'est pas toujours facile à déterminer. Mais bon, là-bas, il y a de très belles touffes. Vous verrez, j'ai d'autres, dans d'autres journées, j'ai d'autres roses.
Bon, le Saxifraga paniculata qui est un grand classique, qu'on trouve un petit peu dans tous les reliefs de France, je dirais pas de Navarre parce qu'on est en Aragon, mais la Navarre étant pas loin d'ailleurs. Donc c'était vraiment un grand classique comme Saxifrage. Alors, Thymus précox, là aussi c'est pas toujours quelque chose, et les serpolets sont pas toujours très faciles à déterminer, c'est une histoire, bon, les tiges poilues, pas poilues, s'ils sont poilus sur 2 faces ou sur 4 faces, c'est un tas de critères comme ça qu'il faut pouvoir déterminer pour pouvoir mettre les noms. Normalement, c'est Thymus précox sous l'espèce Polytrichus, sauf erreur. Ce sont des bonnes plantes de rocaille, hein. Seulement la photo n'est pas nette. Qu'est-ce qu'il fait? Incroyable cette année. C'est mignon, hein. Ah oui, c'est fou ça. Vous avez envie de câliner dans ses bras. Ouais. Oh, ça fait partie des charançons, ça, certainement. Hein. Lixus angustatus. C'est dans une... Comment ça s'appelle? On va voir. Circe, ça doit être palustris, je pense. Lotus alpinus. Alors, aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est la même chose, l'alpinus, que corniculatus. Moi, ça me gêne toujours un petit peu, ça, parce qu'on est en train de perdre de la biodiversité et on risque un jour d'avoir des plantes qui disparaissent. Il faudra avoir un moyen de pouvoir les distinguer. Lysimachia mimorum, l'image des doigts, hein. Ça c'est une plante qui aime bien l'eau, hein, qui aime bien les endroits frais et humides. Bon, ça pour ceux qui, la plupart des gens ici doivent connaître cette plante. Là je l'ai mis en Meconopsis cambrica, qui est venu, bon, qui a changé de genre, hein, qui est devenu une papaver, hein. Bon, moi ça me gêne pas, hein, je vous dis franchement, pourquoi pas, hein. Mais qu'on trouve en grande quantité dans les Pyrénées. Alors, vous voyez le problème, quand on est en groupe et qu'on prend des photos, on ne prend pas le temps de nettoyer. Et quand on prend une photo, il ne faut pas faire comme moi et être pressé. Il ne faut pas oublier de retirer le brin de paille qui traverse tout autour, hein. Tout simplement. Vous voyez, je connais certains bons photographes qui ont des petites pinces, qui ont des petits ciseaux et qui font le nettoyage avant pour faire des plus belles photos. Hein? Donc, Marcia Verna. Non, mais c'est dommage parce que comme quoi, on peut faire mieux, mais en groupe c'est pas possible, hein. Bien sûr. On ne peut pas s'occuper des gens et en même temps mettre une demi-heure à jardiner autour de la plante. Augmenter les autres, de le faire. Mais j'ai des bons copains, des bons photographes, vous verriez le temps qu'ils mettent. Là, il aurait mis 3 quarts d'heure, hein. Moi, j'ai mis 2 minutes. Vous voyez la différence? Le problème en groupe aussi, c'est qu'on fait la queue pour photographier. Oui, alors ça, là c'est une horreur ça. Ça, c'est cauchemar. C'est une horreur ça. Quand il y a une plante rare et qu'on attend chacun son tour, et puis quand vous êtes tous photographiés, ben, vous apercevez qu'il y a une colonie d'éléphants qui est passée tout autour parce que tout est écrasé. Bon. Plante très courante dans les Pyrénées, hein, Paronychia capella, l'espèce capella. Pour ce que vous voyez, bah, les fleurs, c'est la partie qui est jaune au centre, hein. Ce sont des bractées autour, qui sont blanches, qui sont un peu comme des, comment dire, comme du papier, comme des papyrus, hein. Mais c'est chouette, hein, faut avouer, et dans les Pyrénées, on en trouve beaucoup. Hein, c'est vraiment quelque chose que l'on voit bien là-bas. Bon, les rochers calcaires ou rochers acides, on était beaucoup plus sur roches calcaires que sur du acide, hein. Bon, là, malheureusement, c'est une plante qui était au milieu de la végétation, hein. C'est pareil, quand vous êtes au milieu de la végétation, que la plante est enfermée, vous êtes obligé de la prendre sur le dessus, ça ne fait pas des photos sensationnelles.
juste le mérite d'exister, c'est Polygala serpillifolia. Au passage, un petit azuré qui se régale sur une crotte. Hein? Alors là, par contre, on ne fait jamais le ménage parce qu'on n'a pas le temps. Hein? Voilà un grand classique de montagne qu'on peut retrouver en plaine. Hein. On la retrouve chez les berrichons, hein, dans le Berry, je l'ai vu en fleurs. Prunella grandiflora. C'est la plus belle des prunelles. En français, brunelle, hein, pas prunelle, bien entendu. Et là, on vient sur Rosa 26, qui est une plante très courante. Hein, c'est très courant, c'est pratiquement presque aussi courant que l'églantine, c'est-à-dire que Rosa canina, hein, qui va se différencier avec des inflorescences, des fleurs où il n'y a qu'un seul bouton par inflorescence, et avec un pédoncule assez allongé. Hein. Bon, on va surtout le différencier comme ça, puis c'est une plante qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus basse que canina. Là, normalement, c'est pas souvent que je la trouve en montagne, celle-ci. Je la trouve en plaine en grande quantité, mais pas en montagne. Et là, c'est quand même chouette. Hein. Rosa pendulina. Pas pure pendulina. Pour moi, elle est introgressée avec quelque chose d'autre. Hein. C'est vrai que les roses, c'est joli. Hein. C'est pas des jardiniers que je vais dire le contraire, faire dire le contraire. Malheureusement, cette plante, c'est la seule que j'ai vue, donc qui était en fin de floraison, Saxifraga arioti, qui est une espèce endémique des Pyrénées. En fin de floraison, bon bah, j'ai pas pu faire mieux. Hein. J'ai pas pu trouver mieux. On a trouvé qu'un seul pied, et c'est dommage. Et là, on est vraiment sur l'endémique des Pyrénées. Les Pyrénées, au niveau des saxifrages, c'est l'endroit où on en trouve le plus. Hein, en France, si vous voulez vraiment chercher les saxifrages, il faut les chercher dans les Pyrénées. Hein. Alors ça, c'est la plante. J'ai osé vous mettre ça. Stellaria graminea. Vous venez chez nous, vous appelez ça de la mauvaise herbe. Hein, c'est la petite stellaire qui va fleurir tout de suite après le losté. Et dans les mêmes biotopes, vous en trouvez partout. Hein. Vous en trouvez partout. Mais, bon, pareil, il faut savoir regarder un petit peu les fleurs. Au passage, un petit bousier. On l'a trouvé tout seul. Véronica becabunga. Ça veut dire, je crois, Véronique Pain de Coucou, si je ne dois pas me tromper, je ne sais pas si tu le connais, qui est une plante que l'on trouve dans l'eau, au bord de l'eau. J'ai réussi à faire un fond gris, je ne sais pas comment. Non, mais si, il y avait un peu de vapeur d'eau, il y avait de l'eau en dessous. Hein. Bon. Là, je suis assez content. Plante, oui, c'est une plante de milieu humide, bien entendu. D'ailleurs, il y a les gens qui nous donnent l'indication. Hein, que l'on trouve aussi en plaine. Celle-ci, je la trouve sur les bords de Loire. Mais sur les bords de Loire, on la rend toute petite, en éclat, on a des belles grosses plantes. Pareil pour l'officinalis, hein, où les plantes là sont plus fortes et on peut trouver également en plaine. Ça fait, toutes les Véroniques, ça fait partie de ces petites plantes où il faut se baisser pour les regarder et croyez-moi, ça vaut le coup. Donc, on trouve pas mal, les Campanula patula, je ne sais pas si vous la connaissez. On en distinguait deux variétés dans le temps, une qui a les sépales courts et d'autres les sépales longs, qui en fin de compte, ce serait pas
on devrait trouver tout un peu mélangé et ce ne serait pas vraiment des variétés. Alors, l'Érangium bourgatique, il a des pas bleus. Je n'ai pas trouvé bleu, malheureusement. On pourrait confondre avec l'Érangium campestre. Bourgati, c'est une endémique des Pyrénées également. Hein. Et quand il est bleu, il est bien bleu. Hein. Sourizza. C'est une vallée qui est parallèle à celle qu'on a prise. On a vu des belles choses à Sourizza. On a vu des belles choses. Déjà, on voit le nez d'une voiture à gauche et juste au pied des voitures, il y avait plein de petites choses qui traînaient. Il ne faut pas oublier que quand on est en train d'herboriser en montagne, il ne faut pas oublier de faire les galets, faire les bancs de galets, les bancs de cailloux et autres, puisqu'on a toujours un tas de petites plantes qui descendent de plus haute altitude et qui vont germer et qui vont fleurir là. Hein. Et dans ces bordures de torrents, on peut trouver des choses très intéressantes. Bon. Non, pas là, c'est pas les fleurs qu'on trouve en bord de torrent, non. Le groupe qui est complet, sauf la personne qui photographie, qui est Marie-Jo, hein, qui est en train de photographier. Si on fait le compte, il y a 9 personnes là. Hein. Alors, moi, je vais dire un grand merci à une personne. La personne qui a le genou plié, avec un chapeau de paille sur la tête, qui est Madame Dracon, Christiane Dracon, qui est du Nord. Eh bien, dans un groupe, c'est une personne qui est très aidante, qui est très disponible. Et j'avoue que c'est une personne qui est rassurante, en quelque sorte. Je ne sais pas ce qu'en pense Denise, mais moi je tiens à la remercier parce que vraiment, elle a aidé. Puis comme des moments j'étais fatigué, eh bien, Christiane conduisait le minibus. La première fois que j'ai fait conduire le minibus, mais tu crois que je vais pouvoir conduire ça? Hein, c'était sur l'autoroute. Je lui dis oui, tu vas voir. Mais elle dit, je ne vais pas rouler à plus de 100. De toute façon, le minibus, il va t'emmener, tu vas y arriver toute seule à 130 et y arriver toute seule. Bon, mais, mais c'est quelqu'un qui est assez formidable dans le groupe et on peut donner une mention spéciale. Acinos alpinus, c'est un grand classique aussi. On risque d'avoir des mélanges dans certains noms par rapport à l'ancienne nomenclature et la nomenclature après les études phylogéniques. Il y a des moments, il faudrait quand même que je vérifie un petit peu mes noms, parce qu'il y a des fois, on retrouve les deux. Mais de toute façon, quand vous donnez un nom de plante, si vous donnez le nom de plante que l'on utilise actuellement, qui est reconnu actuellement, mais que vous donnez un nom d'une plante avec son synonyme, vous devez vous dire que vous ne vous trompez pas, tout simplement. Hein? Le synonyme est valable. Les antillis, c'est un truc formidable. J'adore les antillis. Vous avez de toutes les couleurs, de toutes les formes. Vous avez tout ce que vous voulez, des poilus, des non-poilus. Vous avez tout ce que vous voulez. Et selon les endroits où vous allez, vous trouvez toujours des antillis différents. Et ces antillis différents, on arrive à trouver des sous-espèces par-ci, des sous-espèces par-là. Mais il n'y a rien qui me donne des renseignements pratiques pour pouvoir vraiment les différencier les uns des autres. Mais c'est une plante formidable. Et en plus de ça, ça fait des bonnes plantes de rocaille en plus. Asperula pyrénéica, qui est très, très proche de Sinantica, hein, comme vous pouvez voir. Sinantica est quand même plus allongé, plus... Alors là, c'est dans les fameux cailloux dont je vous parlais, voilà le genre de plante qu'on pouvait trouver, qui est de la même famille que les gailliers. Alors à chaque fois, j'en trouve, j'en mets une photo. On est toujours dans les Cara SP. Moi, j'avoue franchement, j'ai jamais eu de documentation pour pouvoir les déterminer. Je ne peux pas les déterminer, hein, parce que là, il faut une bino, il faut vraiment des documentations bien spécialisées pour les déterminer.
à chaque fois je vous dis c'est une algue, moi c'est classé dans les algues, et une tige entre deux verticiles, ça correspond, le bout de tige qui peut faire des fois 2-3 cm de long, c'est une cellule unique. C'est la cellule la plus grosse du monde végétal, hein, en France, tout moins en Europe. Hein. Une grande classique, Erinus alpinus. Encore une grande classique, mais elle est tellement facile à photographier quand il n'y a pas de vent. Eriophorum angustifolium. Je pense qu'on peut en trouver des surfaces énormes. Gallium album, qui est un gaillier très courant, hein, mais qui est beaucoup plus ramassé, beaucoup plus compact en altitude qu'en plaine. Hein. Il est assez joli. Vous voyez, toujours dans les cailloux, dans les galets. On va retrouver un autre gaillet qui est Gallium anisophyllon, qui est un gaillet nain. Hein, et au-dessus, vous retrouvez l'antilise des Pyrénées, hein, l'antilise pyrénéica, mais la vraie couleur rose qu'on trouve partout, hein, qui n'est pas rouge mais rose. Hein. Pris aussi au col du Somport, les cailloux rouges, comme nous expliquez. Bon, une grande classique aussi, hein. Je croyais que c'était plus tardif, j'avais toujours cru que c'était une plante plus tardive, et j'arrive à les trouver déjà fin juin, début juillet. Hein. Donc Gentianella campestris, que je dise le nom quand même. Gymnadenia austriaca, variété ibérica. Une des 5 nigritelles qu'on trouve en France. Voilà, ibérica, c'est l'austriaca qu'on trouve dans les Alpes, c'est la variété ibérica aussi. Hein. On n'en a pas rencontré beaucoup, hein, des nigritelles, on a vu 3-4 fleurs peut-être. Hein. Et bon, c'est chouette. Ce qu'on appelait autrefois Nigritella nigra. Et Nigritella nigra n'existe pas en France. Je crois qu'elle est en Autriche ou en Italie, je ne sais plus par là, la vraie nigra, mais elle n'est pas en France. Gymnadenia conopsea, hein, qui est une grande classique, que l'on trouve également en plaine, mais en plaine elle est moins compacte, hein, elle est beaucoup plus allongée. Avec un truc sympa, un morosphinx. Il est beau, hein. Alors, vous regarderez la trompe. La trompe, ce sont des pollinies de la Gymnadenia qui est en face. Hein? Malheureusement, le moro il bouge, j'ai pas pu mettre la Gymnadenia nette. Si elle avait été nette, ça aurait été beaucoup mieux. Si lui dis tu pars 2 secondes et tu reviendras après, il ne va pas m'écouter. C'est dur à photographier. Super. Ah mais quand vous photographiez ça, il ne faut pas avoir peur de jeter des photos. Tout simplement. Mais quand on vous parle des pollinies avec la pollinisation par des insectes des orchidées, alors là je peux vous expliquer, vous voyez la trompe du morosphinx, hein, qui est très allongée, vous voyez l'orchidée, entre autres celle qui n'est pas fleurie en haut, vous voyez le très grand éperon qui est descendant. Très important le mot descendant parce que ça veut dire que le nectar qui est produit par la fleur au niveau de l'entrée de l'éperon va descendre au fond de l'éperon. Tandis que si la plante est ascendante, il n'y aura pas de nectar. Hein, très important ça. Donc la trompe très longue, quand il enfonce sa trompe, les pollinies qui se collent sur sa trompe, et après il va féconder les autres plantes. Alors moi je trouve, j'ai apprécié la photo. Le sainfoin des Pyrénées, hein, Odobrichis pyrénéica. Pinguicula grandiflora. Alors là c'est de la grandiflora
C'est dommage parce que dans les Pyrénées, souvent on trouve de la longifolia et j'aurais bien aimé la trouver. J'en ai trouvé en Aragon, plus du côté de Bielsa, mais là j'en ai pas vu une seule à longue feuille. C'est dommage. Thésium pyrénéicum. Alors, la différence avec alpinum que vous trouvez dans les Alpes, c'est que là vous avez 5 pétales et alpinum a 4 pétales. Hein. Et puis les fleurs sont un peu plus grosses, plus droites, tandis que là elle est beaucoup plus couchée, beaucoup plus rameuse. Bon, bah, on va me dire, Robert, s'il ne photographie pas les orchidées, c'est qu'il est malade. Tout va bien. Donc, Platanthera chlorantha, la grande classique, en altitude. Hein. Je précise bien. La photo, là, bon, ça donne pas ce qu'on a cherché à faire. On a cherché à faire, vous imaginez le pin sylvestre qui est au fond, qui est une plante énorme. Un arbre avec un tronc, mais c'est invénérable en gros. On voit toujours les pins sylvestres dans nos bois, à nous et autres. Alors là, vous avez un truc incroyable. Mais bon, on n'arrive pas toujours à rendre la réalité sur une photo. Donc, Pinus sylvestris, je l'appelle le vénérable. Sideritis isopifolium, on rentre dans les Pyrénées, et au passage, sur un rocher, il y avait ça. Ben, c'est un longicorne, c'est Monocamus tutor. Hein, c'est ce qu'on fait pas, ce qu'on appelle les longicornes. Hein. C'est dommage que François soit pas là, il aurait, je pense qu'il aurait apprécié lui. Et la zygène de la filipendule, c'est la zygène la plus courante qu'on peut trouver. Hein. Mais bon, la zygène de la filipendule, on la reconnaît bien à ses 6 points, hein, 3 x 2, hein, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Je vais devenir bon dans les papillons bientôt si ça continue, à force de courir. Changement d'endroit, on est toujours à Sirezza, du côté du refuge Minza. Alors, des gens qui ont des rocailles, qui recherchent le tuf, ben voilà comment se forme le tuf. Vous représentez des sources, on va dire, sources pétrifiantes, avec des mousses qui se développent dedans, et c'est comme ça que le tuf va se former. Là, c'est typique, hein, ce qui veut bien dire qu'on est sur un massif calcaire, hein, parce que de toute façon, il n'y aurait pas ça. Hein. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant à voir. Et souvent, on trouve des petites choses sympas. Hein. On va trouver les pinguiculas, les choses comme ça là-dedans. Arnica montana. Il faudra que je vérifie parce qu'elle me paraît bizarre cette arnica. Parce que l'arnica avec les boutons en dessous comme ça, C'est pas un son jaune. on a un petit problème. Il faut voir que je regarde exactement ce que c'est parce que on l'a mis Arnica montana et ça me chiffonne quelque part. Si je regarde la fleur toute seule, ça pourrait passer. Mais il y a le reste autour qui ne me plaît pas. Moi, si, ça me plaît, mais... Caroncillus myticimus. C'est quelque chose qui est à côle, hein. C'était comme un chardon à côle, la fleur bleue. Là-bas, on avait des tapis. Hein. Nous, dans le Loir-et-Cher, on la trouve sur certaines pelouses calcaires. Bon, elle est protégée dans le Loir-et-Cher, hein, bien entendu. Ce qui vaudrait le coup de parler un petit peu des plantes qu'on trouve dans nos régions. Parce que dans nos régions, nous avons des plantes qui peuvent très bien passer pour des amateurs de plantes de jardin alpin. Hein. Je vous parle à Carmoncel, ça peut être des hélianthèmes, ça peut être beaucoup de choses, hein, les anthéricums, tout ça. On peut trouver le trifolium rubens, on peut trouver un tas de choses en plaine. Donc, je
pense qu'il va un jour falloir se pencher là-dessus. Échium vulgaire qu'on trouve qui est vraiment vulgaire, hein, comme on dit, mais qui était très joli dans la montagne, qui était particulièrement beau au point de vue forme, au point de vue. La couleur. Comment Un du couleur aussi. Ouais. Puis aussi le côté compact de la plante. Là, malheureusement, on est en fin de floraison, Jaunista hispanica. Hein. Là, il ne faut pas tomber dedans. Et on va retrouver. Non, c'est une Gymnadenia columcera albinos, là aussi. On va retrouver les polymilles jaunes. Eyanthemum nummularium, sous-espèce nummularium, la grande classique qu'on trouve partout dans nos forêts, un petit peu partout, mais qui est quand même bicolore, qui est sympa. Donc rien que pour ça, elle valait le coup de se faire une petite photo, rien qu'à cause de sa couleur. Quand on cherche, on trouve des choses qui sont sympas. Et juste après, on va retrouver Eyanthemum nummularium, sous-espèce Pyrénéicum, qui est les roses. Mais elle est classée dans les nummulariums. Avec Hypericum richeri, sous-espèce Burseri. Et la seule iris latifolia. Parce qu'il n'y avait rien de fleuri à un endroit, en haut d'un talus. Alors là, on n'a pas choisi parce que il n'était pas question de se casser la figure. On l'a photographié de loin. Donc, iris latifolia. Alors là, il n'était pas non plus question de faire le ménage autour. Alors, endémique des Pyrénées encore, puisque je pense que la plupart de vous devez la connaître. Mais on n'a pas vu 36, c'est la seule. Les autres, on ne les voyait même pas en bouton. Là, une grande classique, c'est l'Aptyrus unifolius sous-espèce montanus, autrefois mis sous le nom de Macrorhizus. Maintenant, je crois que sous-espèce montanus n'est plus reconnue, on la laisse sous la sous-espèce unifolius. C'est toujours pareil. L'orchis brûlée. Alors, on fait autre chose que des photos en l'air. Neotinea ustulata. avec la conopséase, et bien toutes les deux. C'est juste pour le clin d'œil. Avec toujours les troncs bien descendants. On doit même voir le niveau du nectar. Et les pédiculaires. Pedicularis pyrénéica, qui est très proche. Moi, quand je la compare à Pedicularis sonisia, elle est très proche en fin de compte. Bon, j'aime les pédiculaires. Je ne vais pas le dire 2 fois, mais c'est déjà fait. Alors, avec ces variantes, la variante blanche et la variante rose. Malheureusement, il y a des fleurs qui sont un petit peu abîmées. Alors, les pédiculaires, eh bien ça, il n'est pas question de cultiver ça dans son jardin. Si vous y arrivez, vous êtes fort. Parce que ce sont des plantes qui sont hémiparasites. Donc, comme toutes les plantes qui vivent par parasitisme, eh bien, à cultiver, c'est pas possible. Elles sont hémiparasites. Donc, des scrofulariacées sont passées dans les orobanchacées. Et je vous ai parlé de la fameuse platentaire qui a été décrite il y a 2-3 ans ou 4 ans, je ne sais plus exactement, qui est Platantera muelleri, donc dédiée à Faune Mueller. Quand on la regarde comme ça, on arrive de loin, on dit, oh, c'est une bifolia. On s'approche, oh ben non, c'est une chlorantha. C'est une chlorantha, c'est une bifolia. Ben, c'est ni l'une ni l'autre. Donc c'est Muelleri. Alors, vous voyez, les l'éperon, au lieu d'être descendant, il est ascendant. Donc, pas de nectar.
Il est très long, en plus ça d'une longueur incroyable. Donc c'est pas le même pollinisateur que pour les deux autres placentaires. Des études phylogéniques ont été faites dessus, et effectivement c'est une chose qui est différente des autres. J'en ai trouvé une dans la région centre, une station en forêt d'Orléans, autrement j'en trouve couramment dans le Var, de la Mulène. Une grande classique qui est Sedum dasiphyllum. Et vous savez que, comme beaucoup de sédums, hein, chaque petite feuille, si elle tombe, peuvent très bien faire une nouvelle plante, faire des boutures de feuilles. Et c'est des petites boutures, hein, parce que les feuilles ne sont pas grosses. Hein. Alors normalement, elles sont blanches, mais la tige est rose. Il y a des nervures qui sont rose-rouge, donc ça donne cet aspect qui est rose de partout, alors que la fleur est réellement blanche. Sélécio adonidifolius. Dans les Pyrénées, on la trouve couramment, on doit la trouver beaucoup sur les monts Cantabriques, sur l'Hospicos Europa, tous ces coins-là. C'est une plante qu'on trouve couramment en Espagne. Alors, Teucrium pyrénéicum, son nom dit qu'il pousse dans les Pyrénées. Effectivement, on la trouve en Pyrénées, mais on peut aussi la trouver dans les Alpes. Hein. Trifolium ocrolocum, une plante qu'on peut retrouver en plaine. Et là, la touffe était assez jolie, parce que souvent on ne trouve pas des touffes épaisses comme ça pour ocrolocum. Là, c'est un endémique des Pyrénées encore. Hein. Donc ça vit dans l'eau. Hein. Là, je l'ai prise d'un pont, d'une passerelle, hein, en dessous. Le procte des Pyrénées, qui est un endémique des Pyrénées. Là, c'est un procte de sexe femelle. Les mâles ont une couleur, on va dire, bronze doré, comme une ligne, mais très large, bronze doré sur toute la colonne vertébrale. Alors je l'ai mis parce que c'est quand même un endémique, et puis c'est pas tous les jours que l'on voit ça. Avec les paires à feuilles de chêne. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un papillon. Qui n'est pas rare du tout, hein. Qui n'est pas rare du tout, mais beaucoup de gens ont vu cette petite bête sans savoir que c'était un papillon. Une Mélina monodactyla. Alors là, on est vallée des Belagua Mataveria. C'est dans une zone, bon, c'est vraiment une vallée, hein, en haute altitude. Là, ça allait mal, hein. J'avais pourtant les mains dans les poches, mais là, j'étais mal ce jour-là. Hein, il a fallu couper court. Hein. Donc, on est quand même resté la matinée dans cette forêt, qui changeait de biotope par rapport à ce qu'on avait vu avant. Hein. Ça nous permettait de voir des choses un petit peu différentes. Pas toujours des plantes alpines, mais quand même des plantes de... quand même des plantes de montagne, quand même, on va pas exagérer. Mais ça nous a permis de changer un petit peu. Et puis au moins pour les gens fatigués, ça ne montait pas trop rude, hein, vous voyez. Donc on a trouvé la grande classique, la photo que personne ne rate. Aquilegia. Vulgaris, hein, pas alpina, hein, c'est une vulgaris. Non, c'est pas très facile à faire parce qu'il faut la prendre par en dessous. Ah ben, vous savez, comment dire, pour les photographes, malheureusement, je vois trop de photographes qui ne se baissent pas pour prendre des photos de fleurs. Une plante, il faut la prendre au moins horizontalement pour avoir une photo correcte. Sans ça, on fait des trucs pas possibles. Ouais. Mais
beaucoup de gens ont fait cette plante parce qu'elle est tellement belle à photographier que moi je le comprends, hein, puisque moi je me laisse faire. Alors, c'est pour dire. Alors, là je vous montre l'astragale de Montpellier, mais en fruits, hein, parce que je la trouve en fruits. Hein. Bah oui, il faut quand même la regarder de temps en temps. C'est dommage, hein, il y aurait eu des graines, j'aurais pu les ramasser, c'est ça? Il veut un petit sachet. Comment? Il veut un petit sachet. Oui, non, mais là, risquez pas. Quoique, des graines, certaines graines, vous pouvez les ramasser vertes et les faire sécher. Et c'est pas pour ça qu'elles ne germent pas. Hein. Par contre, le pouvoir germinatif dure moins longtemps. Voilà. On a fait des expériences, quand je travaillais à l'INRA, on fait des expériences entre autres sur du vulpin. Et un vulpin qui était fécondé d'une semaine, c'était un embryon de vulpin, on le faisait germer. Hein. Là, on retrouve Dactylorhiza fuchsi, mais c'est sa forme normale, vous voyez. Alors si je l'ai mis là, c'est parce que c'est là qu'on le voyait vraiment en grande quantité. J'aurais pu le mettre avec les autres, mais bon, c'est quand même là où on en a vu le plus. Qui est une grande classique. Et pour une Dactylorhiza, c'est une plante qu'on va trouver beaucoup plus sur terrain calcaire. Avec juste un petit rocher, un petit bout de pin, un petit bout de gymnadénia qui traîne dans un coin, comme ça. Hein. Et puis chose qu'on aime bien voir quand on se promène. Gymnadénia conopsea. Et là, une particularité. Hein, la particularité, et encore là, la lumière n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que c'est une plante qui est toujours à l'ombre, hein, vous m'excuserez, tout simplement. Vous êtes dans la Neosia nidus avis, les fameuses plantes que l'on disait saprophytes, mais qui ne sont pas saprophytes, mais myco-hétérotrophes, c'est-à-dire que une saprophyte va vivre sur les matières en décomposition en dessous, hein, va vivre de l'humus, tandis que myco-hétérotrophe, c'est-à-dire elle vit en symbiose avec un champignon, et le champignon va faire le relais avec une plante à chlorophylle plus loin. Donc c'est comme ça qu'elle va avoir ces éléments carbonés pour la faire vivre. Sans ça, elle ne vivrait pas, elle doit mourir. Et normalement, Neosia nidus avis, c'est une plante de couleur ocre. Là, ça donne plus blanc sur la photo ici, mais quand on est venu, elle était presque blanc pur. Donc on est sur une plante, au lieu d'être ocre, qui est blanc pur. Et cette Neosia nidus avis, si on l'avait mis, elle avait été décrite sous la variété Nivea. Ça fait la deuxième fois que je la rencontre. Hein. La première fois, c'est en forêt de Cheverny, et là, c'est en Espagne. Et j'en ai vu des milliers hein, de Neosia. Avec une plante que vous connaissez, la famille des Ericacées, qui est Pyrola chlorantha, qui n'est pas la plus rare, hein, bien entendu, mais quand même, moi j'aime bien les pyrolas. Alors c'est pas quelqu'un avec un pullover rouge hein, qui est derrière, hein, c'est quand même des éléments naturels. Avec la pyrrole minor, hein, il fallait vraiment être sous un bois de conifères et autres pour trouver ça. Et il existe une troisième pyrrole, qui est la pyrrole à feuilles rondes, que l'on va trouver plutôt dans les eaux humides, qui est beaucoup plus jolie. Et la pyrrole ronde, on la trouve à l'état spontané également dans la région centre, hein, on l'a autour de Chambord. Et je l'ai trouvée sous l'espèce, je crois, Atlantica, hein, je ne sais plus trop son nom, je l'ai trouvée sur les dunes de Biville dans le Cotentin. Hein, vous voyez qu'elles sont loin de la montagne, là, celle-là. Hein. Tamette versicolore, c'est un champignon, bah, comme c'était joli, je l'ai pris. Et là, dernière journée, refuge de l'Isara,
On était tous crevés, on n'en pouvait plus. C'était tout salon. On marchait à quatre pattes, on n'en pouvait plus. Une fois qu'on est malade, on est malade, on ne risque plus de... Voilà. Avec astragal sans périgrince, s'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas, vous pouvez le pousser dedans. Voilà. Il comprendra pourquoi après. Donc, ça veut dire que elle est épineuse, et épineuse, vous voyez pourquoi, c'est qu'à l'extrémité de chaque feuille, quand vous regardez les jeunes feuilles, vous voyez l'épine qui est au bout. Après, les folioles vont tomber, et ça fait, dans les parties sèches, en dessous des fleurs, ça fait des grandes épines. Avec la Campanule glomerata, je crois que c'est le seul endroit où on l'a vu d'ailleurs, photo à Marigeau. Nous aussi à 26, mais là je suis pas sur mon coup, parce que je ne me rappelle plus trop comment je l'ai photographié celle-là. Et, regardez, après la fatigue, il compte. Le réconfort. Il y a toujours une manquante, c'est Marigeau, parce que c'est elle qui prend les photos du groupe. Et après Banger, on est descendu un peu le long du bois, la belladone, la belle Adona. Alors ça c'est marrant parce que on peut soigner avec les plantes, c'est toujours bon. Je ne vous conseille pas là. Il n'en faut pas beaucoup, une seule baie suffit pour quelqu'un, il ne faut pas l'oublier. Et il paraît que c'est très bon, c'est très sucré. Ça, c'est agréable. Je n'ai pas goûté, là, franchement. Donc, Atropa belladonna, qui est un tonique cardiaque bien, pour faire redémarrer un cœur en petite dose, ça le refait démarrer. Et la dernière plante qui est mal prise, mais c'est pas grave, c'est Gallium rotundifolium, alors c'est un petit machin de rien du tout, avec une grande tige, j'ai essayé, donc c'est la dernière photo que vous allez trouver pour nous dans les Pyrénées. Voilà pour les Pyrénées. Mais Michel m'a demandé, je suis en train de regarder, quelques photos qu'on peut trouver, de plantes qu'on peut trouver du côté de Beaufort. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis 3-4, c'est tout. On est bon. Là, c'est Euphrasia salidurgensis, j'ai dû le photographier du côté du cornet de Roseland. Mais après, je ne sais plus trop où, il a fallu que je regarde sur mes... Parce que toutes mes photos, j'ai les endroits où je les ai prises. Bon. Elles ont dû être faites, ça, sur le cornet de Roseland. GPS. Le GPS. Comment? Avec le GPS? À l'époque, les GPS, il n'y en avait pas beaucoup, parce que ça fait déjà quelques années. Et je ne suis pas un fort du GPS, parce que je vais quand même vous dire quelque chose qui me déplaît dans le GPS, même si moi je m'en sers, c'est que tous les gens qui trouvent les raretés par GPS nous envoient tout sur Internet. Et après, vous trouvez même des cartes entiers qui vont voir les plantes. Oui, non mais... Attendez, c'est ce qui se passe pour les orchidées. Vous allez au bois du Roucan, vous y allez, vous avez 15-20 voitures, par exemple, immatriculées en Allemagne, avec tous les gars qui courent avec leurs appareils photo dans tous les sens. Et ce sont des zones au niveau botanique qui sont formidables. Et tout le monde piétine là-dedans. Donc, j'ai une petite réticence quand même. Vous m'excuserez, mais voilà ce que j'en pense. Bon. Mais il est vrai qu'au niveau scientifique, d'avoir les repérages au GPS, ça permet de voir d'une façon plus précise l'endroit où on a trouvé les plantes. On ne va pas faire la fine bouche quand même. Donc, voilà cette fraise. Là, un truc qui est vachement sympa. C'est l'ancienne peau. Et là-bas, vous la trouvez également sous la forme blanche. Oui. Alors, Et ça, bon, faut y aller
fin juillet pour la trouver. Hein. Là, quand on va y aller, on n'aura pas de pourpre. Comme j'ai que des photos de fin juillet, je ne peux pas vous montrer des photos de fin juin. Hein, ça me paraît difficile. Hein. Ça dépend avec le changement de climat. Ouais. Là, ça deviendrait quand même assez embêtant quand même. Voilà, hein, pour la gentiane pourpre. On peut, bon ben, on a la campestris, hein, avec une chenille arpenteuse qui se balade dedans. Ah oui, ah bah dis. Vous avez l'Iratium aurantiacum, qui est un truc, si vous plantez ça dans vos jardins et qu'elle se plaît, ça peut couvrir le jardin, il n'y a pas de problème, hein, ça peut y aller. Mais qu'est-ce que c'est beau! Jolie couleur. Bon, Hieracium antibaceum, hein, qui est la... comment ça s'appelle la... Oui, c'est l'épervière, hein, c'est ça. L'épervière, je crois, feuille de chicorée, je crois. Là, en France. Oui, c'est ce que ça veut dire, une tibus. Hein? Une tibus, c'est chicorée. Voilà, hein, le genre de photos. Alors, ça vous donne un peu, juste comme ça, hein, c'est un amuse-gueule, on va appeler ça comme ça. Voilà pour les photos.